Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Bonjour Arnaud Taverne. Bonjour Pascal. On est très heureux de vous recevoir dans le cadre du Cercle Pierre d'Or reçoit. Et donc, nous vous recevons en tant que directeur général de CDC Investissement Immobilier. Et votre filiale gère aujourd'hui la bagatelle de près de 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Alors, commençons par une question un peu générale. Quels sont les secteurs, bureaux, résidentiels, commerce, logistique, etc., où vous privilégiez de nouveaux investissements actuellement ? Alors, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un portefeuille assez diversifié, puisque le bureau ne représente que 42%, donc on est un peu sous-pondéré par rapport à nos investisseurs et par rapport au benchmark, et nous sommes surpondérés et de manière souhaitée en résidentiel. Donc aujourd'hui, nous avons en quelque sorte l'avantage de ne pas être obligé de céder des actifs pour nous désengager un peu du bureau pour pouvoir réinvestir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous regardons de manière très sélective, mais tous les secteurs et les sous-secteurs de l'immobilier, le bureau central, Paris QCA est dans les principales capitales européennes, mais également des opérations de résidentiel, à la fois neufs et anciens, de la logistique et de l'hôtellerie. Donc vous êtes tous azimuts. Alors on peut peut-être parler d'opérations récentes qui soyons dans l'actualité. Vous venez d'acquérir l'immeuble Ville-l'Évêque à Paris, dans le 8e, pas très loin de ses studios. C'est près de 5000 m² de bureaux restructurés. Alors, pourquoi ce choix, par exemple ? Donc le bureau entre guillemets central, qui est notre axe de développement. Alors nous sommes pas les seuls stratégiques sur le bureau aujourd'hui. Représente 30% de notre portefeuille, ce qui fait que la périphérie ne représente en relatif que 12%. Donc là aussi plutôt sous-pondéré en immobilier bureau périphérique. Ce qui tombe bien actuellement, parce qu'il vaut mieux être central que pas trop central. Tout à fait. Et nous cherchons à nous renforcer sur cette catégorie d'actifs. Alors c'est vrai que cette opération qui date de fin 2024 est assez représentative de ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire des actifs très centraux, quasiment neufs. Il avait été restructuré 1 an et demi avant notre acquisition. Assez joliment d'ailleurs. Assez exactement, avec un style très pur, épuré en tout cas, et un locataire de qualité et un bail très long. Donc c'est pour nous vraiment le locataire. C'est Simons & Simons. Voilà. Donc c'est ce type d'actif qui coche quasiment tous nos critères et qui représente ce que nous souhaitons faire à l'avenir. Alors, vous sortez du QCA à Paris aussi, parce que vous avez aussi réalisé des acquisitions internationales. Alors, à Copenhague, il y a un immeuble superbe, mais dont je ne vais pas vous dire le nom, parce que mon danois n'est pas très bon. Mais parlons un peu d'international, justement. Pourquoi ces diversifications ? Pourquoi Copenhague ? Pourquoi d'autres ? Alors, nous avons commencé notre diversification. En tout cas, nous avons pris la décision de se diversifier en Europe, donc c'est pas tout à fait l'international, mais c'est l'Europe pour des raisons opérationnelles. Nous avons pris cette décision en 2019. On a mis un peu de temps à se positionner. Déjà, c'est pas si facile parce qu'il faut connaître les marchés aussi. Voilà, ce qui prend beaucoup de temps, c'est la connaissance des marchés, la connaissance des acteurs, puisque nous avons débuté en faisant appel à des operating partners. Et puis, il n'est pas question de monter aujourd'hui des équipes sur place. Donc, nous utilisons des asset managers tiers. Donc, tout cela prend du temps. Et aujourd'hui, notre portefeuille européen représente 15% de notre exposition. Et notre souhait à moyen terme, à horizon 5 ans, c'est de le faire monter entre 25 et 30%. Donc, on va entendre parler d'autres acquisitions à l'Europe européenne. Voilà. Bon. Et ce que je peux peut-être ajouter, c'est qu'aujourd'hui, cette diversification internationale,
elle prend tout son sens. On voit que alors on ne peut pas parler de découplage entre les différents marchés, mais en tout cas, ils évoluent à des rythmes différents. Certains ont déjà entamé un début de reprise, d'autres sont peut-être encore en fin de cycle. Et donc, voilà, c'est vraiment un facteur qui apporte de la stabilité à un portefeuille de long terme comme le nôtre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un grand institutionnel comme vous s'intéresse à ces marchés européens. Il y a eu une époque où on était quand même très franco-français à la caisse, et ça n'est plus le cas. Tout à fait. Alors, vous avez la crise immobilière, on peut quand même peut-être en parler un peu, ce qui pèse sur le marché des bureaux, et notamment en Île-de-France. Et vous, quelle est votre vision de ce marché francilien aujourd'hui? Alors, On a parlé QCA, mais... Oui. Alors, tout à fait. Alors, la crise immobilière, déjà, elle a touché tous les secteurs de l'immobilier. Alors, on a la crise qui est liée purement à la hausse des taux de rendement. Donc, ça, c'est vraiment une correction des valeurs qui a touché le résidentiel, d'ailleurs. Je pense qu'on peut en parler parce que et peut-être encore plus le résidentiel dans les secteurs les plus tendus en Île-de-France que en France entière. Donc des corrections de valeur assez significatives sur le résidentiel, mais évidemment encore plus significatives sur le bureau, puisque cette crise, on va dire purement technique, s'est doublée d'une crise sectorielle sur le bureau, de la valeur d'utilité du bureau, et qui est assez puissante. Quand on regarde d'ailleurs les performances entre le bureau central et Oui. le bureau périphérie sur 10 ans, en se basant tout simplement sur l'indice MSCI, on s'aperçoit que la performance sur 10 ans du bureau Paris QCA est 3 fois plus importante que celle de la périphérie. Ça explique beaucoup de choses. Voilà, ça explique surtout que les investisseurs n'ont pas été rémunérés pour le risque qu'ils ont pris en investissant en première couronne, en allant chercher du spread. Aujourd'hui, le marché des utilisateurs est sévère. Alors, vous avez aussi, c'est un sujet qui est important, ajusté votre plan de décarbonation du parc immobilier sous gestion en renforçant votre plan d'action ciblé sur le stock existant. Mais pouvez-vous en dire un petit peu plus sur les dispositifs, les process qui sont en cours dans votre parc? Tout à fait. Donc sur le portefeuille, Oui. dans son ensemble, nous avons pris la décision en 2022 de réduire, de se donner plutôt comme objectif de réduire de 50% notre empreinte carbone sur l'ensemble du Et portefeuille. objectif de combien d'années? Donc entre 2020, Oui. 2020 et 2030. 30. Donc entre 2022 et là, jusqu'en fin d'année, nous avons lancé des plans d'action, la définition de plans d'action de manière à pouvoir positionner notre programme de travaux sur cette durée qui se raccourcit, puisqu'on est Oui. entre 2026 et 2030. Et aujourd'hui, on a à peu près 90% de notre portefeuille qui est couvert par des plans d'action. Mais le plus dur reste devant nous, puisque nous devons exécuter ces plans d'action. Alors, on a 3 catégories de catégories d'actifs. Oui. La première catégorie, c'est des actifs qui sont déjà alignés. C'est les Oui, actifs ceux-là, ils neufs, sont ceux-là, parfaitement au pas point. de sujet. Mmh. La deuxième catégorie, qui est aussi assez simple, c'est les actifs que nous allons devoir restructurer dans les 5 prochaines années. Et ça, c'est des actifs anciens. Et d'un point de vue économique, ça ne pose pas de difficulté. Et on est assez serein sur notre capacité à réduire de 50% l'empreinte carbone. Mais la difficulté porte sur les actifs sur le reste, trop récents pour être restructurés lourdement et le résidentiel. Donc là, ça passe par des dialogues avec les utilisateurs, et je pense surtout au bureau, des réglages de GTB. Et sur le résidentiel, c'est plus complexe, puisqu'on va devoir faire des travaux en milieu occupé. On a identifié 4 sources de progression assez fortes, d'amélioration, de travaux d'amélioration sur le carbone, qui sont le changement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur, le raccordement à d'éventuels systèmes de chauffage urbain, le changement d'huisserie, avec des coûts au mètre carré qui peuvent être importants, puisqu'on est entre 250 € du mètre carré à 700 € du mètre carré. Donc on voit bien pas neutre. que ce sera
plus neutre sur des actifs dont la valeur unitaire est élevée que sur des actifs où la valeur du foncier est plus faible. Alors justement, parlons un peu de résidentiel, parce que le résidentiel compte pour vous, on vient de l'évoquer. Vous avez d'ailleurs livré près de 300 logements avec BNP Paribas Cardiff, issus de projets en co-investissement. Et comment vous voyez l'évolution de ce rôle du résidentiel dans votre modèle d'investissement global ? Donc, pour nous, le résidentiel est vraiment au cœur de notre détention long terme. Ce qui fait quand même un peu votre spécificité tout de même. Par rapport aux autres, oui, probablement. Oui. Probablement un peu. Alors, on n'achète pas le résidentiel pour générer du rendement aujourd'hui, même si quand on se compare à il y a 4-5 ans, on a eu quand même une décompression de 100-150 points de base, ce qui n'est pas négligeable. On achète du résidentiel parce qu'aujourd'hui, c'est le sous-secteur le plus défensif en immobilier pour plein de raisons. Déjà, les fondamentaux sont exceptionnels, mais la contrepartie de ces fondamentaux exceptionnels, c'est qu'on est en sous-offre structurelle, et pas qu'en France, et pas qu'en Île-de-France. C'est ce qu'on constate sur tous les marchés européens. Donc, avec des perspectives de croissance de loyers, alors pas forcément très fortes d'un point de vue annuel, mais en tout cas récurrentes sur le long terme. Oui, c'est ce côté récurrent qui est quand même très intéressant. Alors, justement, vous avez déclaré avoir fait évoluer votre stratégie pour vous positionner sur des actifs core. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'arbitrage ? On a peut-être dit un mot tout à l'heure, mais il faut, j'imagine, composer entre le rendement, le risque, la durabilité, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Donc, on a changé de stratégie lorsqu'on a décidé de se repositionner sur le marché immobilier fin 23, début 2024, à une période où finalement il y avait assez peu de concurrence sur le core. C'était une des raisons de notre positionnement sur ce segment de marché. Mais également, on a considéré que sur des opérations value-add, et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, le rendement est insuffisant pour couvrir le risque-prix. Et ce risque augmente, en tout cas est bien plus important qu'il y a 4-5 ans. Donc évidemment, en relatif, d'un point de vue facial, on achète ces opérations à des taux de rendement un peu plus faibles, en échange d'une récurrence de cash flow sur le long terme, qui nous va bien. Qui nous va bien, ça me semble être une jolie conclusion. Merci Arnaud Taverne. Et puis je vous donne rendez-vous sur immoweek.fr pour une prochaine émission du Cercle Pierre d'Or reçoit. Merci Pascal.